Bonjour, bienvenue à la table ronde « Comment organiser les secours face aux catastrophes ?» Donc peut-être quelques mots d'introduction. Donc quand on dit crise, on dit urgence, on dit catastrophe, des mots que vous entendez là depuis hier. Il y a toujours une multitude de professions, de professionnels qui doivent se coordonner et pour donc gérer les différentes situations qui sont en train de se produire et qui évoluent. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la question de la coordination, que ce soit lors de crises sanitaires, humanitaires, environnementales, etc. Le mot-clé va être la coordination de l'action de tous ces acteurs qui se retrouvent à devoir se coordonner pour gérer les crises. Et cette coordination est un défi puisque, comme on le verra, il y a une multitude quand on est des professionnels différents, on ne se comprend pas toujours. Et donc, on va essayer de creuser les façons dont il est possible justement de bien se coordonner. Qu'est-ce que ça veut dire bien se coordonner dans un contexte de crise? Surtout que les crises, vous l'avez aussi peut-être commencé à l'entrevoir au fil de ces 2 jours, les crises, elles deviennent de plus en plus complexes, elles sont de plus en plus enchevêtrées, et si, en gros, tout le monde s'accorde pour dire qu'identifier le début d'une crise, on ne sait jamais vraiment quand elle se termine. Et donc, il est extrêmement difficile pour toute cette multiplicité d'acteurs d'anticiper l'évolution de la situation, qu'on soit en urgence, qu'on soit en crise, qu'on soit dans une situation de catastrophe. C'est difficile d'anticiper leur évolution et c'est aussi des moments où les incertitudes sont extrêmement fortes et le contexte, par essence, très inédit. Donc, aujourd'hui, pour comprendre la complexité de la coordination des acteurs, nous avons 4 invités qui ont tous des perspectives différentes parce qu'ils travaillent dans des secteurs très différents. Et l'idée de cette table ronde, c'est de vous permettre de comprendre les façons déjà différentes dont chacun appréhende les risques et les crises, les urgences, les catastrophes, et aussi de donner un éclairage de ces façons complémentaires en fait, de travailler. Donc tout d'abord, nous avons l'honneur d'avoir avec nous une représentante de l'État, Nicole Klein, au milieu, qui est préfète de région honoraire et qui a eu dans sa carrière à gérer énormément de situations de crise. C'est une grande chance de l'avoir avec nous, puisqu'elle va pouvoir partager son expérience et ses réflexions sur les enjeux aujourd'hui en matière de coordination de crise. Nous avons ensuite 2 représentants des associations. Florent Vallée, qui est directeur délégué à la direction de l'urgence et des opérations de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, vous le savez, c'est un acteur majeur dans les situations de crise. Et puis, nous avons Gilles Cabazan, qui est géographe et géomaticien et qui travaille pour une ONG qui s'appelle Carte ONG. Il a même le t-shirt. Et enfin, 2 représentantes du monde académique, du monde des chercheurs. Servan Geben-Venière, qui est géographe, chercheur spécialisé dans la géographie des crises, des risques et des crises, et qui est fondatrice de Kairos, et moi-même, qui suis là pour animer la table ronde. Moi, je suis directrice au CNRS et spécialisée dans la gestion des risques et des crises. Et en particulier, je travaille sur le continuum risque et crise et les questions d'anticipation et de prise de décision. Ça, c'était pour les mots d'introduction et je me permets tout de suite donc de lancer la première question qui est, et qui permettra à chacun d'entre vous de vous présenter. D'une part, de commencer par quelle est votre expérience dans le domaine des urgences et une question bien géographique, à quel endroit de la chaîne des acteurs intervenez-vous et d'où intervenez-vous? Donc peut-être je demanderai d'abord à
à Madame la préfète Nicole Klein de dire d'où vous intervenez. Bonjour à tous. Alors pour un préfet ou un sous-préfet d'ailleurs, la crise, elle a un début et une fin, parce qu'au début de la crise, on ouvre un centre opérationnel, et quand on considère que la crise est finie, on ferme le centre opérationnel. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'avant et l'après, mais pour la gestion des opérations, c'est quand même défini dans le temps. Et c'est encore une fois le préfet, ça peut être sur recommandation des pompiers, qui dit la crise a commencé. Voilà, donc moi j'ai été sous-préfète et préfète, et puis je ne sais pas si c'est moi qui attirais les crises ou les crises qui m'attiraient, mais j'ai commencé par les inondations à Nîmes, ensuite j'ai eu un attentat terroriste à Saint-Étienne-de-Rouvray, et j'ai géré Notre-Dame-des-Landes, la fin de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, donc j'ai toutes sortes de crises à gérer, et donc le rôle du préfet, et je suis très honorée aussi d'être ici, c'est de coordonner tous les services de l'État, avec aussi l'appui des associations, pour gérer la crise au mieux, avec comme mot d'ordre la préservation des vies humaines. Je crois que c'est quand même le premier point, c'est préserver les vies. En deuxième point, les biens, mais c'est surtout les vies, qu'il n'y ait pas de mort. Voilà, on considère qu'une gestion de crise, elle est réussie si il n'y a pas eu de victimes. Encore une fois, je passe crise naturelle, crise technologique, crise sanitaire, et enfin crise sanitaire c'est plus compliqué sur les vies et les morts, mais voilà, donc le rôle du préfet, il est très clairement défini, il y a des textes qui le définissent, il y a des réflexions sur comment gérer la crise, donc voilà, pour essayer d'être le plus bref possible, comment se situe le préfet dans le dispositif. Merci. Et alors du côté de la Croix-Rouge, Florent Vallée. Alors côté Croix-Rouge, c'est un peu plus complexe, puisque moi j'ai aussi bien le volant international que le volant national. Sur la crise, mon expérience, enfin la crise ou les opérations d'urgence, on fait un distinguo en fait entre les deux. Chez nous, on définit l'opération d'urgence comme la Croix-Rouge qui intervient à l'extérieur, qui va venir soutenir une population, que ça soit au national ou à l'international. Et on parle de crise où on se met en mode crise à partir du moment où en fait on est nous-mêmes attaqués. On est attaqué, typiquement le Covid, on l'a tous vécu dans nos vies, donc ça devient une situation de crise, très clairement. Un établissement de la Croix-Rouge qui a un incendie, c'est une crise pour nous, alors que c'est peut-être tout petit, mais ça va être une crise pour nous, alors que la partie, le séisme au Maroc, l'envoi d'équipes ou une inondation en France, c'est pour nous une opération d'urgence de manière assez simple, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une mobilisation de tout le monde, mais c'est un peu notre distinction. Peut-être une protection mentale, en fait, quelque part, pour éviter ce mot anxiogène de crise. Une expertise, j'ai la chance d'avoir été bénévole au départ à la Croix-Rouge, donc j'ai vécu beaucoup de crises territoriales, d'opérations d'urgence territoriales, que ce soit la tuerie à Nanterre, à la mairie de Nanterre, il y a un certain nombre d'années, en passant par des attentats. Alors les attentats, moi je remonte à loin, parce que j'ai vécu les attentats de Paris, de Port-Royal, où j'y ai participé, j'ai pu intervenir dessus, en passant par des inondations, des tempêtes, Xintia, Saint-Martin, et puis plus récemment forcément le Covid, l'Ukraine, le Maroc, la Libye, là dernièrement, et puis sur le territoire national, la problématique de l'eau à Mayotte actuellement, qui est ce qui nous occupe beaucoup en ce moment. Merci. Ensuite, peut-être Servane. Oui. Alors, moi, je suis géographe et donc j'ai commencé par étudier les risques et notamment les risques littoraux. Et puis ensuite, après la thèse, je me suis un peu plus concentrée sur la gestion de situations de crise. Et en tant que géographe, je me suis intéressée aux cartes. Et l'environnement que j'ai pu étudier, observer, c'était vraiment les cellules de crise, différentes cellules de crise qui devaient se coordonner. Donc les cellules de crise de la chaîne de commandement, depuis l'échelon local, communal, jusqu'à l'échelon interministériel. Et dans ce travail-là, je me suis intéressée à une phase d'anticipation, mais bien particulière, c'est l'anticipation de la phase aiguë de la crise. Donc c'est à partir du moment où il y a un déclenchement, comment est-ce qu'on se projette à quelques heures, quelques jours et voire quelques semaines. Donc c'est vraiment cette temporalité-là précise que j'étudie, on va dire. Et quelles sont les crises que...
Oui, alors j'ai pas dit oui. Donc ça, c'est un travail qui était mené notamment aussi avec Valérie November depuis 2015. Donc différents types de crises très très variées. Aussi bien les attentats de novembre 2015, puis ensuite des crues majeures de la Seine en juin 2016 et puis en janvier 2018, et puis aussi l'observation de l'organisation de grands événements comme l'accueil de la COP21 à Paris dans un contexte post-attentat, donc il y avait ou l'accueil de l'Euro 2016 dans cette continuité, voilà, dans un environnement qui était quand même assez anxiogène et très particulier. Merci. Et puis, Gilles Casabon. Oui, merci. Du coup, moi, comme vous l'avez mentionné, je travaille à Carte ONG. Donc, je suis cartographe au sein de cette ONG, une ONG française. Donc, en fait, on est ce qu'on appelle une ONG support. Donc, typiquement, on va être en support à d'autres organisations, donc dans le secteur humanitaire. Donc, c'est-à-dire, en termes d'expérience, on va parler de deux grosses expériences, enfin, deux gros partenaires. Le premier qui va être le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, où là, on est sur de la gestion de camps, cartographie de camps. On est sur des urgences qui ont des temporalités assez difficiles, enfin particulières, parce qu'on est sur potentiellement un montage de camps, un accueil de réfugiés, après une stabilisation au sein du camp et une résurgence, parfois d'urgence, s'il y a des épidémies ou des afflux, des nouvelles dynamiques. Et l'autre grosse expérience, ça serait avec un gros partenaire qu'on a, c'est Médecins sans frontières, où là, moi je suis beaucoup impliqué sur ce projet personnellement, avec par exemple la mobilisation. Médecins sans frontières présents dans beaucoup de pays, donc ça va dépendre, mais selon leurs implications, par exemple en Ukraine ou sur d'autres urgences ou crises. Et encore une fois, donc où est-ce que nous on va se placer, ça va être vraiment sur... c'est-à-dire qu'en fait, si on pense qu'il y a un moment une gestion de crise, les décideurs, nous, notre objectif, ça va être, vu qu'on est surtout sur un contexte international, de se dire, d'essayer de mettre une carte entre les mains de personnes qui vont potentiellement décider ou d'apporter notre expertise là-dessus. Donc, ça va être au moment d'une urgence, mais aussi dans la continuité, pérennisation ou stabilisation de l'urgence ou de la crise par la suite. Merci. Donc on va gentiment entrer dans le vif du sujet. Peut-être pour commencer, avant d'aller de l'avant, il faudrait peut-être s'accorder ou pas sur les termes, puisque déjà on a prononcé les mots urgence, crise, catastrophe. Est-ce que donc, le thème, il est là, c'est urgence avec S. Est-ce qu'on pourrait peut-être passer juste un tout petit peu de temps pour définir ce qu'on entend par crise, urgence et catastrophe? Peut-être vous, Nicole Klein? Oui, alors moi, depuis ce matin, donc j'ai assisté à un certain nombre de conférences qui s'attardent sur la définition du mot urgence. Mais quand on est préfet, encore une fois, une crise, elle se manifeste par des choses très concrètes. Hein, c'est-à-dire une inondation, ben c'est une inondation. Il n'y a pas de jugement, elle est immédiate et la réaction est immédiate. Donc finalement, on aurait besoin d'ailleurs de sûrement la vision des chercheurs, mais on ne s'interroge pas longtemps pour savoir ce qu'est une crise ou pas. La difficulté aujourd'hui, c'est que tout est crise. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on pouvait parler de prévention des risques. Et aujourd'hui, on parle à peine de la prévention des risques parce qu'on rentre immédiatement dans la crise. En plus, il y a la crise et puis il y a la crise dans la crise. C'est-à-dire que vous avez une crise et vous avez le président de la République, le ministre, etc., les journalistes, enfin... Donc, voilà, mais la définition même du moment de la crise, pour nous, on ne parle pas de catastrophe, ce serait plus un terme, à mon avis, journalistique. Mais la crise, encore une fois, elle a un début et une fin. Mais après, donc il n'y a pas d'état d'âme sur la définition de la crise. Mais je ne parle pas justement, l'état d'urgence est un autre sujet. On n'est pas sur ce sujet-là, on est sur la crise. Donc pour nous, encore une fois, il y a des manifestations concrètes de ce qu'est une crise et on a une préparation à la crise, puisqu'on fait des exercices. Quand on est préfet toute sa vie, on fait des exercices pour anticiper ces crises. Donc on sait qui va être autour de la table et ce qu'on doit faire. Donc ça ne veut pas dire que c'est simple, mais en tout cas, on est préparé. Contrairement à d'autres pays, la France se prépare à ça.
Alors là, les chercheurs sont interpellés. Donc, Servan, Gevenvenier. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de définitions et de dimensions qui ont été associées pour tenter de définir les contours de la crise. Et malgré le fait qu'il y ait des crises de plus en plus complexes, comme ce que vous disiez, et qui s'enchevêtrent et qui donnent l'impression qu'on est toujours en crise parfois, il me semble que moi, je retiens quand même un élément qui me semble indispensable, c'est cette notion de coupure, de rupture de la routine, de rupture d'un quotidien et de rupture de la compréhension de la situation. Et puis, évidemment, la rupture de repères. Et c'est-à-dire que tous les repères qu'on avait avant n'ont plus lieu d'être, n'existent plus, et donc il faut se réinventer une histoire, comprendre ce qui est en train de se passer. Et en fait, pour moi, cette rupture, elle se manifeste, en tout cas dans ce que j'essaye de comprendre et de chercher, par un décalage qui est assez fort entre une accélération de l'exister, tout ce qu'on peut ressentir et vivre au moment où une crise survient, et un ralentissement général du possible de l'action, qui peut tendre parfois jusqu'à la sidération. Et c'est ce décalage-là qui moi, m'intéresse, et que j'essaye aussi parfois de mettre en espace, mais peut-être qu'on développera ça ensuite. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est cette notion de rupture, peut-être, on peut s'accorder pour dire que c'est une dimension qui est essentielle à la compréhension de la situation de crise. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Florent, Valé ? Oui, enfin, je rejoins la notion de rupture, en même temps avec l'État, et on est très proche, on a un mode de fonctionnement très proche, puisque de toute façon, pour réagir, il n'y a pas 50 solutions sur la gestion de crise telle qu'on l'appelle, et ceux qui font ça le mieux et qui nous ont pratiquement tout appris, c'est l'armée. C'est eux qui mènent la crise depuis des années et des années sur le combat, et beaucoup de choses viennent de là en fait. Il y a une notion de temporalité parce qu'en fait on va se mobiliser en amont sur un événement, l'Euro 2016, les Jeux Olympiques 2024, il y a déjà une mobilisation. Des cellules de crise seront mobilisées alors qu'il ne sera rien passé. Donc il y a vraiment des notions de temporalité qui rentrent en jeu. Donc journalistiquement, on va parler de crise, on va parler de catastrophe, on va parler de tout ça. On va parler de mobilisation, on va aussi parler de pic de crise, parce que ça n'a pas les mêmes implications pour nous, en fait, en termes aussi de mobilisation de personnel, de mobilisation de force sur le temps. Si on prend sur le Covid, on a une crise qui s'appelle le Covid. Alors oui, un début, une fin. Très clairement, on a une crise très forte, on a un très gros pic sur le premier confinement. Ensuite, on est quand même dans un retour à la normale, de l'acceptation, quelque chose qu'on connaît. En fonction des opérateurs de la place qu'on a, on a des pics différents, très clairement. Alors, nous, on a pris Croix-Rouge, on a eu des pics au moment de ce qu'on appelle les médiateurs LAC, donc la lutte anti-Covid, tout ce qui était médiateur de lutte anti-Covid, où on a dû fournir du personnel plus et monter sur ce deuxième dispositif. Puis en fait, on a un autre pic sur les centres de vaccination. C'est pas une crise d'un centre de vaccination pour la population, mais c'est un fonctionnement pareil parce qu'on doit se mobiliser extrêmement vite, répondre dans des temporalités extrêmement courtes à des projets extrêmement complexes. Centre de vaccination, j'ai ouvert le centre de vaccination du Stade de France, on l'a ouvert à deux, enfin on l'a inventé à 2 personnes avec un collègue en 5 jours. Voilà. On nous a dit, il y a un truc à ouvrir, 5000 personnes à vacciner par jour. Voilà, les locaux, c'est un stade. On a 5 jours, donc on a fait ça en 5 jours. C'est sûr qu'en vous écoutant, on voit bien qu'il y a 2 définitions. En fait, il y a celle du public, et puis il y a beaucoup l'utilisation du mot crise et tout est crise. Et du côté des intervenants, de ceux qui les étudient, soit des professionnels de la gestion de crise, voilà, c'est pas la même chose et il y a un vocabulaire. Nous, ce qu'on a pu observer lors de nos recherches, c'est qu'il me semble qu'il y a des crises, il y a des urgences, mais qui ne sont finalement, c'est tout le contraire en fait du mot ici, c'est-à-dire l'urgence, c'est quelque chose qui se passe et qui nécessite une réponse, mais qui ne dépasse pas le cadre de ce qui est anticipé, et on connaît les acteurs et ça roule. Puis ensuite, il y a les crises ordinaires qui sont
un petit peu plus haut, et puis il y a les crises extrêmes, celles qui chamboulent complètement, et c'est là les repères qui se perdent. Donc peut-être il y a des gradations, il y a peut-être, voilà, et c'est vrai que souvent ça n'apparaît pas forcément dans les journaux. Et du coup, ça amène à la question de avec quels sont les acteurs en fait avec lesquels vous collaborez le plus dans ces situations. Et on pourrait distinguer les situations, on va dire, de routine pour vous, qui sont déjà la crise pour le public, hein, on est bien d'accord, de routine, ou les acteurs en crise extrême. Peut-être là aussi, je m'adresse en premier à vous, Madame la Préfète. Alors encore une fois, les choses du côté de l'État sont très balisées, hein, le préfet ou son directeur de cabinet ou le sous-préfet invite autour de la table tous les services de l'État, éventuellement les élus, hein, puisqu'ils peuvent être concernés, je pense, il neige et on bloque les routes, donc on a besoin des transports scolaires, donc on demande au conseil régional d'être là, donc tous les partenaires sont autour de la table, on a des cartes, je console les cartographes autour de cette table, on a besoin d'eux, et puis chacun, encore une fois les gens se connaissent en général, et chacun a sa feuille de route et suit sa feuille de route. Donc, et on fait pas... Il n'y a pas tellement... Une crise, c'est une crise, encore une fois, même si elles n'ont pas toutes la même gravité. Je pense que ce qui fait la différence, c'est la durée. Et on se rend compte, ça c'est aussi un phénomène bien connu, c'est que plus la crise dure, plus les gens s'épuisent. Puisqu'on y est souvent 24 heures sur 24. Donc c'est la durée qui me paraît un phénomène à prendre en compte. Ça peut durer très longtemps ou au contraire, ça peut durer très peu de temps. Alors, vous qui avez dirigé d'innombrables cellules de crise, vous pourriez nous expliquer, nommer les acteurs qui sont bien là sûr. Parce que bon, alors, peut-être que dans la salle, oui, justement... Bien sûr. Alors, bon, il y a les services qui s'occupent des problèmes sécuritaires, hein, policiers, gendarmes, il y a les pompiers, évidemment, la direction qui s'occupe des affaires de santé, donc ça a été la DAS, maintenant c'est la direction de la cohésion sociale, il y a souvent la direction départementale des territoires, ex-DDE, qui s'occupe des territoires, voilà, qui ne s'occupe plus des routes, puisque maintenant c'est souvent la responsabilité du conseil départemental. Des élus, comme je l'ai dit, peuvent être là. Hein, donc encore une fois, tous ces gens sont... Il peut y avoir la Croix-Rouge, parce qu'on peut avoir besoin de la Croix-Rouge ou d'autres, ce type d'associations. Les gens qui sont autour de la table prennent les consignes et vont immédiatement sur le terrain. Donc il y a un lien entre cette espèce de PC de crise et puis ce qui se passe sur le terrain. Donc encore une fois, avec 24 heures sur 24. Alors ce qui s'est rajouté avec les années, qui complexifie les choses, c'est la presse. C'est-à-dire que moi j'ai connu un temps, il y a longtemps, où on pouvait faire 2 communiqués de presse par jour, mais maintenant vous avez les chaînes en continu qui veulent des informations tout le temps. Donc ça complexifie, donc, les réseaux, sans parler des réseaux sociaux. Donc voilà, encore une fois, le dispositif, ça fait très longtemps qu'il est organisé, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas ce système-là, assez centralisé. Il y a un document qui s'appelle l'ORSEC, le plan ORSEC, Organisation des secours, mais à ça se rajoute la gestion de la communication, parce qu'une crise peut être bien gérée, si la communication est mauvaise, c'est raté. Donc, et je ne vous parle pas de tous les aspects politiques que j'ai évoqués précédemment. Alors, donc pour nous, les acteurs sont connus et le processus est connu. D'accord. Peut-être Florent Vallée ou Servan Gabenvenière, vous voulez... Quels sont les acteurs avec lesquels vous collaborez le plus ? Avec l'État, forcément. On est en France, hein, donc en France, c'est forcément avec l'État. C'est quelque chose. Enfin, il y a un dispositif ORSEC, on s'inscrit à l'intérieur sur une catastrophe. C'est, je veux dire, c'est simple entre guillemets. C'est simple, c'est normé, donc c'est facile de s'inscrire à l'intérieur. Après, ça a été avec les maires, parce que le soutien des populations est du domaine de compétences du maire. Donc, une inondation, on va pouvoir intervenir maintenant beaucoup plus. C'est beaucoup plus les mairies qui organisent. Donc, on va être souvent avec la mairie. Et puis parce que on s'est rendu compte, nous aussi, que c'était un besoin, que c'est un besoin qui est indispensable. Et aujourd'hui, en fait, le principal acteur avec qui on collabore, c'est la population, en fait, parce que la population, face à toutes ces crises, face à tous ces problèmes qu'on rencontre, si on veut pouvoir les traiter la masse aujourd'hui, vous n'aurez jamais suffisamment de monde pour pouvoir traiter cet ensemble. Et ben c'est éduquer la population, faire de la prévention, mais c'est aussi pendant la crise utiliser la population. Pendant le Covid, on avait lancé une application Voisins solidaires
où on donnait des indications en fait de comment aller aider son voisin, qu'est-ce qu'on pouvait faire, respecter les bonnes règles, créer des petits événements, ce qui permettait de s'en sortir et autres. Et c'est quelque chose qui a été repris avec une autre association, et c'est quelque chose qui a été énormément repris, qui a énormément servi tout au long des phases de confinement. Clairement, on ne peut pas avoir un bénévole ou un salarié ou un sapeur-pompier, enfin, ou un militaire derrière chaque porte pour aider les personnes. Donc, c'est pour ça que je parle vraiment. Aujourd'hui, c'est la population qui va être notre acteur, l'acteur important. C'est pas un acteur de gestion, mais on a besoin de cet acteur pour mener l'action. Merci. C'est vrai que la population, c'est un grand sujet. Hein. On ne sait pas trop comment l'amener, et c'est un rôle très important. Servane Grenier. Oui, et moi j'ajouterais peut-être les opérateurs d'importance vitale, donc notamment les opérateurs de réseau dans le domaine de l'eau, assainissement, transport, télécommunications et énergie. Et peut-être une des difficultés aujourd'hui, c'est d'avoir peut-être en amont justement d'une situation de crise, de pouvoir collaborer avec l'ensemble de ces acteurs-là pour essayer de comprendre un peu le déroulement des chaînes d'effets dominos, et que chaque acteur arrive à se positionner dans cette chaîne d'effets dominos, puisqu'en fait ces opérateurs d'importance vitale, ils ont chacun une cellule de crise, ils ont parfois un représentant à la cellule préfectorale, et donc il y a des relais qui se font, mais en fait il y a une mise en abîme un peu. Il y a une cellule de crise au sein de laquelle il y a différents profils, comme vous veniez de le dire, et puis après il y a énormément de cellules de crise qui doivent se coordonner à une même échelle spatiale, mais aussi inter-échelle. Donc ça rend les choses assez compliquées en termes de coordination. Alors, il y a la question, effectivement, on voit poindre qu'il y a des informations qui doivent remonter, il y a des données qu'on doit utiliser. Peut-être vous pourriez nous parler un peu plus de quels sont, selon vous, les éléments essentiels qui peuvent favoriser la coordination, surtout quand la crise commence à se complexifier. Alors, même si c'est protocolé, mais il y a quand même des éléments, la situation peut être complexe, la pression médiatique très forte. Il faut avoir de plus en plus des informations solidifiées sur lesquelles se baser. Donc, quels sont les éléments qui vont permettre, selon vous, une bonne coordination dans ces circonstances un peu difficiles? Peut-être, oui. Oui, vous l'avez dit, vous avez parlé des données. Donc, quand on parle de données, donc forcément en tant que cartographe, il n'y a pas de carte sans données. Et c'est vrai que ça semble assez trivial, mais quand on est dans un contexte parfois en dehors de la France, c'est pas si évident d'avoir des données pour mettre une carte dans les mains de personnes qui vont chercher à se coordonner. Et du coup, il y a cette importance de données et l'importance de son partage. Donc, par rapport à ça, par exemple, nous, quand on travaille avec des Médecins sans frontières qui interviennent dans des zones où les cartes sont parfois incomplètes ou datées, etc., pour tout ce qui va être une donnée fond de plan, qui est une donnée primordiale pour faire une simple carte topographique, en fait, avoir une idée du territoire, on va travailler avec des projets de données ouvertes comme OpenStreetMap, auxquels n'importe qui peut contribuer. Il y a des projets qui permettent de contribuer, et les ONG vont elles-mêmes mettre en avant des zones d'intervention pour que les personnes sachent dans quel endroit elles pourraient contribuer à cette donnée. Et voilà, tout ça pour dire que, en fait, ce qu'on prend parfois pour acquis dans ce contexte français est parfois assez différent à l'international. Et il y a cette question-là qui est très importante. Et aussi, quand on parle de la donnée, nous, c'est quelque chose qu'on essaye de porter à Carte ONG, c'est d'être attentif à quelles données on parle et pourquoi. Derrière, quand il y a une intervention, c'est souvent qu'il y a des personnes dans le besoin. Donc, être très attentif sur qu'est-ce qu'on collecte comme données, si on collecte des données sur les personnes à aider. On peut parfois penser à des données personnelles, des données sensibles qui vont parfois se retrouver, être diffusées, etc. Donc, c'est très important d'avoir de quoi décider autour d'une carte, grâce à ces données, mais toujours être très attentif
à ne pas aller trop loin ou à réfléchir à ses besoins réels pour être pertinent et éviter de... on est un peu dans une ère aussi d'intelligence artificielle. On parlait beaucoup de big data il y a quelques années, où on pense qu'on peut avoir une donnée sur tout le monde et pour avoir vraiment une vision parfaite en temps réel. Et c'est aussi quelque chose où il faut à la fois savoir mesurer tout ça. Oui. Donc les données sont essentielles et c'est tout un travail donc de les collecter. Voilà. Oui, c'est ça. Et je pense que du coup, dans les conférences qu'il y aura pendant ces jours de festival, on voit tout ce qui est justement la cartographie en réponse aux crises, avec différents acteurs. Il y a eu le CERTID qui intervenait. Les Nations Unies ont aussi une OSAT qui vont être vraiment des acteurs spécialisés plutôt sur tout ce qui est des télédétections pour rendre disponibles des données le plus vite possible. Donc il y a aussi cet enjeu-là aussi de temporalité qu'on ne va pas pouvoir toujours permettre. J'avais noté quelques chiffres, mais par exemple sur ce qui s'est passé au Maroc et en Libye, avec OpenStreetMap, j'avais noté plus de 1600 personnes qui avaient contribué à éditer ou mettre à jour la donnée. Et on parlait de, je ne sais plus, 200 000 bâtiments qui avaient été édités, 5000 km de route. Tout ça, c'était sous 10 jours, donc il faut voir aussi la temporalité d'action. En 10 jours, il y a eu des besoins qui ont déjà eu... Enfin, il y a des opérationnels qui sont déjà intervenus. Donc voilà, c'est quelque chose qui a différents temps d'action, mais qui, au final, va toujours être pertinent pour les activités. Voilà, donc pour que le public comprenne bien, vous êtes à distance et vous donnez des informations et vous les cartographiez. Mais ensuite, en salle de crise, on a pu, en tant que chercheur, souvent observer qu'il y avait des cartes, mais qu'elles n'étaient pas forcément utilisées, ni regardées. Alors, je ne sais pas, est-ce que... Non, il y a des cartes, toujours, on les regarde, et puis, voilà, alors les données, peut-être qu'en effet, on n'en a pas assez, mais il y a toujours une carte dans une salle opérationnelle avec des petits drapeaux, vous savez, comme les militaires, parce que vous disiez que les militaires ont inspiré la gestion de la crise. Donc moi, je n'ai jamais vu de salle opérationnelle sans carte, parce que la crise, elle est quand même toujours localisée. Oui. Donc, enfin, autant qu'on peut. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de carte, mais est-ce qu'elles sont utilisées en gros, est-ce qu'elles sont adaptées? Enfin, nous, ce qu'on a pu voir, c'était plutôt des cartes figées. En effet, une carte sur laquelle, effectivement, il y avait des marques. Mais peut-être que Servan Gebenier voulait ajouter quelque chose? Oui, en cellule de crise, on s'était intéressé dans un programme de recherche qui s'appelait Eurydice à la façon dont... alors ces cellules de crise, souvent, elles sont parfois en sous-sol, en tout cas, elles sont souvent aveugles. Donc en fait, il y a une façon un support pour se représenter l'espace dans ces cellules qui sont aveugles, se représenter ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment le support cartographique. Et effectivement, quand on a pu interroger des acteurs qu'on avait pu observer en cellule de crise et qu'on les a interrogés à la suite de ces observations, tous à l'unanimité, quel que soit leur profil, pouvaient nous dire, voilà, il y a une chose qui est sûre, on ne peut pas gérer une crise sans carte. Et pourtant, nous, on a observé, alors non pas qu'il n'y avait pas de cartes, il y a bien des cartes, mais que finalement, assez relativement rapidement, il y avait une sous-utilisation des cartes par rapport à leur puissance. Une carte, c'est un outil qui est quand même très puissant, qui peut apporter énormément d'informations. Et donc la question s'est posée de savoir, mais d'essayer de comprendre pourquoi ces cartes n'étaient pas, à notre sens, étaient un peu sous-utilisées, alors même que les acteurs de la crise, les gestionnaires, disaient qu'ils ne pouvaient pas gérer une crise sans carte. Et donc, ça a poussé la réflexion de dire, mais est-ce que ces cartes leur montrent ce qu'ils ont besoin de savoir pour pouvoir agir, décider, anticiper des décisions, etc. Et donc, ça a abouti à un travail, une réflexion sur le fait que peut-être la carte ne devait pas seulement montrer, essayer d'être la plus précise possible dans la description des aléas, qui soient d'origine naturelle, enfin, j'aime pas trop cette distinction-là, mais en tout cas que ce soit un aléa d'ordre d'une crue, d'une tempête, ou alors
des impacts liés à des actes terroristes, etc. Mais plutôt d'essayer de traduire ça en action, en possibilité d'action pour justement briser un peu cet effet de sidération dont on parlait tout à l'heure. Et finalement, on a été arrivé à une conclusion, enfin, en tout cas une piste de réflexion sur le fait qu'on pouvait cartographier du temps disponible pour agir sur une carte. Et donc, au lieu de cartographier directement l'aléa, d'essayer de cartographier les conséquences directes, mais du coup aussi indirectes, donc ces effets dominos-là, sur la carte. Je vais prendre un exemple très concret pour être plus clair peut-être. Si on prend le cas d'une crue, on peut avoir par exemple une usine de traitement d'eau potable qui n'est pas du tout située en zone inondable, qui n'aura jamais les pieds dans l'eau, mais si en amont, elle n'a plus d'électricité pour fonctionner, elle va dysfonctionner. Or, cette usine de traitement d'eau potable, elle dessert une certaine population. Et vous ne pouvez pas laisser des gens qui, même s'ils ne sont pas inondés, n'ont plus d'eau potable, n'ont plus de réseau d'assainissement, n'ont plus d'électricité. Et donc l'idée, c'était de cartographier directement le temps qu'il restait en fonction de bulletins de prévision qui tombent, de pouvoir dire, bah voilà, ici, a priori, dans 24 heures, il va y avoir tout un problème de distribution électrique dans cette zone-là. Dans 48 heures, ce sera une autre zone qui sera concernée par un problème d'eau potable, d'accès à l'eau potable, etc. Et finalement, il y a des tests qui ont été faits en prototype et qui a permis... donc ce prototype a été soumis pendant un exercice de gestion de crise et un des objectifs qu'on s'était fixés et qui a été remporté, c'était que tout le monde, quel que soit son profil, qu'on soit opérateur d'importance vitale, préfet, pompier, du service de la communication ou autre, tout le monde comprenait instantanément la carte parce que c'était finalement un code couleur très simple et tout le monde arrive à s'approprier le temps et à se dire, voilà, j'ai 12 heures pour agir et en fonction de ses compétences, être capable de savoir ce qu'il est capable de mener comme action en 12 heures avant qu'il y ait un dysfonctionnement de tel ou tel réseau. Donc c'était voilà, de se dire que parfois il faut arriver à se détacher de la dimension spatiale pour mieux l'explorer, et c'est-à-dire en comprenant vraiment ce que l'utilisateur final a besoin d'avoir comme donnée, pas forcément une donnée brute, mais une information traduite à partir de ces données brutes pour être en mesure de mieux s'en saisir et pouvoir décider plus rapidement. Merci. Vous avez une réaction aussi oui. Je regrette de vous rencontrer qu'aujourd'hui. Hein. C'est super utile, hein, je ne vais pas revenir dessus, bien évidemment. Après, il y a les mots magiques du moment. On va parler de système d'information graphique, on va parler de données, on va parler d'outils, parce que de toute façon, un problème égale un outil. On va parler de data, de remontée de data, d'indicateurs, etc. Aujourd'hui, on a l'effet inverse, en fait. On a tellement de choses que de toute façon, on ne sait plus à quoi ça correspond. Donc ça, c'est un problème courant, et sur tous les projets, et pas que sur l'urgence. Et c'est un problème dans mon association, dans mon quotidien, où sur un même projet, vous avez tellement d'indicateurs que de toute façon, vous ne savez plus à quoi ils correspondent à la fin, tellement on vous a mis de trucs sous les yeux, et ça rime à rien. Et ça peut être un frein. C'est aussi le danger dans le système. Et tout ça, en fait, on ne peut le faire, on ne peut se servir de ces outils que si on s'est entraîné. Et c'est l'entraînement avec les uns les autres, c'est les exercices au quotidien qui vont nous permettre de connaître la carte du voisin, de connaître son référentiel, parce qu'on n'a pas tous des référentiels identiques. On ne recherche pas tous exactement la même chose. Le sapeur-pompier recherche, et sur le sauvetage, avec tout l'intérêt au départ de la mise en sécurité des personnes, que c'est vrai que nous, on va plutôt, côté Croix-Rouge, on va plutôt regarder là où on a de l'habitation, on a des destructions, on va devoir aller aider de la population, et c'est plus ce côté-là qui va nous intéresser pour pouvoir mener nos actions par la suite. Donc on a chacun nos intérêts, même justement dans l'espace, dans ce que tu disais. Et on s'y retrouve, mais on s'y retrouve que si on a un référentiel commun, si on s'est entraîné, en commun, et si on a fait des choses en commun. La carte, elle est indispensable, même la carte papier, elle est indispensable. Si j'en prends
les attentats de 2015 qui sont assez, vous avez vécu aussi à préfecture de police, qui sont assez impressionnants. Les attentats de 2015, moi le souvenir de chez moi à mon centre opérationnel, au centre opérationnel de la Croix-Rouge, c'est pas long, c'est 30 minutes, c'est rien. En 30 minutes, j'ai 50 textos et on m'annonce 20 sites dans Paris. Donc en fait, à un moment donné, mentalement, 20 sites, on est dans l'inconcevable. Mentalement, à un moment donné, Paris, c'est un site. Allez. Mais parce que j'ai pas la mission des pompiers. Je sais que les pompiers vont recenser, pour moi, dans ma construction, à un moment donné, c'est aussi mon effet tunnel, c'est de dire c'est un site. Ensuite, je vais resserrer. Sur l'ensemble. Mais cette approche-là, c'est aussi parce qu'on est entraîné, parce qu'on a travaillé dessus, parce qu'on a pris du temps avant, parce qu'on a des réflexes et parce qu'il y a une intelligence collective. Je ne sais pas, par exemple, puisque ça va être le mot d'après, c'est l'intelligence artificielle, si l'intelligence artificielle arrivera sur ce modèle-là. On peut modéliser des choses, mais il faut aussi apprendre à sortir des modèles. Si on n'apprend pas à sortir des modèles, on va aussi à la catastrophe. Si on reprend le Covid, il y a plein de choses où on pourrait dire, peut-être qu'il y a des modèles qu'on n'aurait pas dû prendre, ou qu'on aurait dû prendre différemment, même dans notre action, nous, employeurs, ou nous, vis-à-vis de nos bénévoles. Je parle même pas de l'État. Dans ce que nous, on a fait, en tout cas, on aurait peut-être dû faire des choses différemment. Mais ça, on peut le revoir qu'après. Et c'est vraiment l'intelligence collective et l'échange avec les uns les autres qui nous amène aussi à ça. Donc, il faut prendre des modèles, mais il faut aussi pouvoir prendre du recul sur les modèles très fortement. Et ça me fait penser, vous évoquez la référence aux exercices, le fait de s'entraîner, d'intelligence collective, de collaborer, etc. Et ça me fait penser aussi à quelque chose qu'on avait pu remarquer, c'est qu'il semble très important de développer une culture du droit à l'erreur, en fait. Il y a souvent une espèce de convergence des compétences et parfois certains qui peuvent sortir de leurs compétences pour répondre à un même objectif commun de s'entraider, d'essayer de sortir au plus vite de la crise. Et puis après, on peut observer quand il y a toute cette convergence-là et qu'on est en train d'atteindre le pic de crise, un peu, qu'on sait qu'on est en train de vivre le pire et qu'ensuite ça va retomber un tout petit peu, eh bien, il y a, parfois, on a pu noter un certain retranchement des gens derrière les compétences bien définies des uns et des autres. Ce qui paraît tout à fait normal, compréhensible, mais ce qui peut poser problème parce que en fait, c'est lié aussi à une certaine peur de l'après, la peur de procès, vous avez fait comme ça et on aurait pu faire autrement, ou vous n'avez pas forcément pris la bonne décision. Et en fait, cette peur-là, elle se ressent même dans les rétextes, donc c'est-à-dire les retours d'expérience d'exercice de gestion de crise. Donc quand on simule une situation de crise pour que tout le monde puisse s'entraîner, il y a aussi une peur à dire là j'ai pas su faire ou alors j'ai fait ça et en fait c'était peut-être pas la meilleure solution, etc. Mais je pense qu'il faudrait, on parlait des éléments essentiels pour la coordination et je pense que ça c'en est un. Et ce qui pose un peu question, c'est cette directive européenne qui est en train d'être transposée dans le droit français et qui le sera d'ici la fin de l'année 2024, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle la résilience des entités critiques, et qui en fait, a priori, incite un certain nombre d'acteurs à développer de façon plus approfondie des plans de continuité d'activité qui existent aujourd'hui, mais il y a une idée d'un effort d'harmonisation à l'échelle européenne. Mais en fait, cette résilience des entités critiques, elle va être a priori accompagnée aussi de certaines sanctions s'il y a des manquements dans la réalisation de ces plans de continuité. Or, s'il y a uniquement ça et que ça n'est pas accompagné d'un travail visant à désiloter, c'est-à-dire que chacun puisse collaborer et pouvoir dire en retour d'expérience, voilà, nous on a agi comme ça, mais en fait ça posait problème, et d'essayer de creuser les choses. Si les deux ne vont pas ensemble, ça pose question, je trouve, et voilà, comme c'est en cours, j'en parle parce que je pense que c'est un élément qui est fondamental.
Oui, Nicole Klein. Moi, ce que vous venez de dire, ça me fait penser évidemment au Covid. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de rapports, et j'ai demandé au général Lizuret, ancien directeur de la Gendarmerie nationale, pourquoi il n'y avait jamais eu de rétex, de retour d'expérience. Et en fait, il n'y a pas de retour d'expérience parce qu'ils ont peur de la justice. C'est aussi... et ça, c'est une évolution des dernières années qui pose problème. Donc non seulement il faudrait avoir le droit à l'erreur, mais surtout il faudrait être sûr que si vous constatez que vous avez fait des erreurs, on en a tous fait, vous n'allez pas être traîné devant les tribunaux. Donc en fait il m'expliquait qu'il n'y aura à son avis jamais de retour d'expérience sur le Covid, alors qu'on pourrait sûrement tirer des leçons, parce qu'il y a la peur de la mise en examen. Donc la judiciarisation rend la gestion de crise, c'est un nouvel acteur, parce qu'évidemment il n'y a aucun magistrat dans la salle de crise, et d'ailleurs on demande, je le dis en toute honnêteté, jamais l'avis du procureur, puisqu'on est sur d'autres choses, d'autres urgences à régler. Donc c'est un problème majeur qui va se poser et qui n'arrangera pas les choses. Oui, complètement. Et je pense que le problème, c'est que si ça se retrouve jusque dans les exercices de gestion de crise, alors même qu'ils ont été conçus pour s'entraîner, etc., là, ça pose vraiment problème, parce que ça a plus... pour action de bloquer les choses plutôt que de collaborer, alors que tout le monde appelle à désiloter pour mieux se coordonner. Donc oui, tout à fait. Je vais vous donner juste un exemple. En 2010, une petite tempête qui touche la France, je ne donnerai pas le département. La tempête, elle touche la France dans la nuit du samedi au dimanche. Le département ici, un des deux départements est sinistré. Et on a 2 départements sinistrés, un des deux est quand même bien abîmé aussi. Vous êtes en cellule de crise, vous êtes en COD toute la nuit avec les pompiers, avec les gendarmes, avec la police nationale, vous avez tout le monde autour de vous. Vous avez vraiment pas de chance, vous êtes préfet d'un département qui est assez étendu, vous êtes touché, donc le lundi matin vous avez le président de la République qui vient, donc excusitaire, donc vous avez vraiment pas de chance. Et puis en fait le lundi matin, le gendarme avec qui vous avez passé toute la nuit, toute la journée, c'était sympa, c'est bien passé, c'était solidaire, qui vous annonce que vous êtes mis en examen et que vous avez rendez-vous chez le juge d'instruction. Voilà comment ça se passe en fait. Donc effectivement, c'est un vrai problème, c'est une question qu'on se pose systématiquement. Et puis aujourd'hui, ça va même plus loin, parce que vous avez une visio, vous avez un entretien, vous vous demandez, même si vous n'avez pas le petit point rouge sur la visio, vous ne savez pas si la personne n'est pas en train d'enregistrer la communication sur son téléphone. Donc sur certaines prises de décision, vous n'avez aucune confiance dans les personnes que vous avez en face de vous. Pour être très clair, vous êtes responsable, vous êtes en position de responsabilité, pénalement responsable, vous n'avez aucune confiance dans tous les gens qui sont autour de vous sur ces sujets-là, vous savez que ça peut se retourner contre vous, donc soit vous avez votre cercle de confiance avec qui ça se passe bien, soit vous prenez des précautions orales, vous allez vous enfermer sur certains points, vous faites très attention sur ces sujets-là, parce que c'est votre responsabilité, enfin c'est la responsabilité du préfet pour le coup, mais ça peut être votre responsabilité, moi sur d'autres sujets, ça peut être ma responsabilité, et on sait que de toute façon, avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui se passe, on va avoir des surprises. J'ai encore il n'y a pas longtemps, sur un petit problème, rien du tout, on m'a envoyé un enregistrement d'une conversation. Mais c'est du courant, voilà, aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc dans une cellule de crise, ça va arriver. C'est très inquiétant. Parce que effectivement, ça va à l'encontre de tout ce qu'on dit, la meilleure coordination, et ça contribue à revenir sur les questions métiers, c'est-à-dire, puisque c'est ça, c'est quand il y a la crise, les acteurs, ils ont tendance aussi à se retrancher derrière ce qu'ils connaissent, et donc les métiers, parce que là, il y a une sorte de confiance, et c'est la confiance, c'est la question de la confiance. Ça m'amène à la question de la confiance dans les données aussi, parce que finalement, le droit à l'erreur et est-ce que vous avez des exemples justement de moments où vous avez pu contribuer à améliorer la confiance en fait dans les données ou dans les productions en fait que vous avez fait en tant que carte ONG? Mais c'est difficile parce que comme j'ai mentionné, on est sur souvent du travail à distance aussi sur la carte, et la donnée elle est jamais exhaustive et elle est toujours un peu orientée. Donc ça c'est un travail, moi de l'expérience que j'ai, je trouve que c'est à ce moment-là où on peut confronter la donnée sur un élément visuel comme une carte à des connaissances contextuelles d'acteurs. Donc d'où l'importance quand on travaille sur des crises, sur des projets globalement, d'avoir des acteurs qui connaissent le contexte. Donc d'où l'importance, par exemple, intervention de Médecins sans frontières en Ukraine.
d'assez vite travailler avec des acteurs, parce qu'il y avait déjà des projets dans le pays, qui sont des acteurs nationaux, enfin des personnes qui sont ukrainiennes, qui travaillent dans le pays. Et donc c'est un exemple pour dire que je pense qu'on ne pourra jamais rendre une donnée, être sûr que les gens soient vraiment pertinents, ils questionnent sans arrêt. On présente un peu OpenStreetMap à l'espace géonumérique, et c'est vrai qu'il y a des retours comme quoi, mais si cette donnée est ouverte, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec, donc est-ce que je peux vraiment croire ça? C'est souvent la première question qui revient, c'est que les gens ils pourraient avoir une mauvaise utilisation de ça. Donc moi c'est pour ça, de l'expérience que j'ai en tout cas, c'est vraiment de confronter, de ne pas prendre la carte comme c'est la vérité et c'est comme ça qu'on doit voir, et de pouvoir le confronter avec des expériences ou des connaissances surtout terrain, contextuelles, qui vont, ou du réseau, des réseaux de connaissances sur place. Pour ce qui va être faire remonter des incidents de sécurité, ça va parfois être plus efficace d'avoir des connaisses qui vous alertent que d'attendre qu'une base de données centralisée sorte, que tel événement a lieu, qu'il y a eu un bombardement. Et c'est là où c'est aussi la difficulté de jongler entre tout ça, et est-ce qu'on peut vraiment faire remonter ces infos-là d'une manière pour tout le monde. Donc je pense qu'il n'y aura jamais une bonne manière de rendre très parfaite notre croyance en cette donnée-là, et qu'il faut toujours savoir prendre du recul face à ça, surtout dans des contextes d'urgence où il y a des populations dans le besoin. Mais donc finalement, c'est la question de la source, non, qui va être. Si la source peut être crédible, ça peut. Du coup, vous pouvez construire des données plus fiables. Oui, c'est ça. Alors, donc voilà, moi je disais qu'on n'y croit pas toujours. Nous, par exemple, la source qu'on va utiliser, OpenStreetMap, par exemple, on a une totale confiance. On sait très bien que s'il y a des gens qui s'amusent à faire rentrer des fausses données, c'est assez vite enlevé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui valident. Donc nous, on sait qu'on a une source, on a une confiance totale en cette source. Et c'est vrai que c'est un point important. Donc, et dans le travail qu'on fait, c'est aussi, justement, on a de plus en plus de sources de données, essayer de les analyser. Récemment, on avait une collègue qui était au Tchad, où il y a beaucoup d'afflux de population du Soudan. Elle a dû comparer 6 jeux de données différents produits par les acteurs pour estimer la population avant les mouvements. Et c'est difficile. Qu'est-ce qu'on prend comme base pour baser nos interventions, le volume d'intervention? Et c'est un travail un peu constant qui nécessite de croiser des informations, et il y aura des choix à faire. Et voilà, ça fait aussi partie de ce manquement parfois qu'on pourra jamais combler des fois. Donc, avec le travail de CartoNG, vous vous basez sur OpenStreetMap. Donc ça, c'est fait par des volontaires, hein, des gens, tout le monde, vous, moi. Comment c'est reçu auprès de la Croix-Rouge ou dans les préfectures? Est-ce qu'on croit la parole citoyenne, ou parce que c'est quand même des sources d'information, et parce que potentiellement, ça revient à un autre thème, hein, je ne suis pas en train de diverger, mais ça peut aider à la coordination aussi, parce que parfois ce sont des personnes qui voient des choses et qui, en faisant remonter un certain nombre d'informations, peuvent accélérer en fait l'action. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas les compter parmi les acteurs qui sont susceptibles d'aider dans la gestion de la crise? Florent Vallée? Alors nous, c'est des choses qui sont extrêmement bien reçues. Alors à l'international, on travaille ensemble. En fait, on a un écosystème qui est... Alors, il n'y a pas d'entraînement ensemble, on ne parle pas comme on peut parler en France, mais on travaille avec cet écosystème, avec les Nations Unies, avec tout ce qui tourne autour des Nations Unies, que ce soit MSF, que ce soit CartoNG, que ce soit d'autres dispositifs. Donc en fait, on a souvent accès à ces données, on partage un certain nombre de données. On a d'ailleurs nous-mêmes de plus en plus de données qui sont ouvertes, hein, pour contribuer en fait à cet ensemble. On a des équipes qui travaillent à distance, on appelle nous les Sims, chez nous, donc ils sont plutôt sur effectivement les Sims, qui travaillent sur de la data, sur le traitement de la data. Donc on va déployer des gens typiquement au Maroc, il y a actuellement une personne qui a été déployée pour pouvoir remonter de la data, et en fait tout le traitement se fait à distance par différentes sociétés nationales. On n'a pas besoin d'être sur place pour pouvoir faire. Donc c'est vrai que c'est des choses qui se font facilement. En France, c'est un petit peu différent parce qu'on a une position différente. D'abord, il y a un État. Donc il y a un État qui fonctionne avec un certain nombre de structures. Donc on a une position différente. On se sert aussi de ces données à un moment donné. Des médias sociaux aussi, alors à travers d'autres associations, Visov par exemple, hein, qui est assez intéressante, qui fait aussi de la cartographie. On se sert de tout ça, on peut s'en servir.
tout en croisant et en vérifiant. C'est-à-dire que c'est pas à la science infuse. Et puis on sait très bien qu'on a un certain nombre de difficultés. En France, il y a le problème aussi, c'est qu'est-ce qu'on va pointer sur les cartes. Par exemple, vous êtes un opérateur, vous faites un centre d'hébergement, vous dites je vais pointer le centre d'hébergement, tout le monde peut venir au centre d'hébergement. Ouais, sauf que non, le centre d'hébergement, il a été demandé par un opérateur X ou Y, soit la commune ou la préfecture ou autre. Il est à destination des gens qui sont sinistrés dans un périmètre. Donc en fait, j'ai pas forcément le droit, moi, en tout cas, opérateur, d'aller pointer le centre d'hébergement, parce que c'est la mairie qui me l'a demandé. Et la mairie, elle veut pas les gens d'une autre commune où le centre est déjà plein. Donc c'est pas, voilà, il y a des petites choses qui sont pas si simples que ça, où des fois on est en recherche de positionnement. Après, typiquement, si on prend l'Euro 2016, malheureusement, c'est le Portugal qui a gagné, si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle bien, parce qu'il y a une grosse communauté portugaise à Paris, mais malheureusement, c'est pas eux qui sont venus en premier sur les Champs-Élysées. Donc, en fait, les gens qui étaient sur les Champs-Élysées sont partis, donc on a commencé à fermer le dispositif. Et c'est en fait les cartes de bouchons à Paris et de flux de tweets qui nous ont dit stop. En fait, les gens sont décalés, ils sont en train de monter sur Paris. Et c'est comme ça qu'on a arrêté le fait de lever le dispositif en se disant, mais en fait, les gens sont en train d'arriver. La communauté portugaise est en train de descendre. Donc, il y a un temps de latence qu'il faut garder. Donc, ça a une utilité. C'est pour ça que c'est extrêmement important, mais il faut garder vraiment la tête froide, l'interprétation. Et comme tu disais, tout le croisement de données, c'est le principe du renseignement. Justement, en France, vraiment, on est dans un contexte totalement, il y a l'international et il y a le national. Et sur ce qui est en France, il y a évidemment un principe à la fois de confiance et de méfiance, c'est-à-dire qu'on est sur des sujets politiques, au sens noble du terme, et au sens moins noble d'ailleurs. Donc on vous dit il y a beaucoup de blessés d'un côté, et puis de l'autre côté, on vous dit il n'y a pas de blessés. Donc, en effet, il y a les services de renseignement qui peuvent donner certaines informations, mais dans tous les cas, moi je prendrais l'exemple de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc, on vous dit il y a 2 personnes dans l'église, et puis après on vous dit non, il y en a plus. Donc, il n'y a pas de données, il n'y a pas de carte, personne ne peut donner, et il faut essayer de savoir ce qui est. Donc, quand on est sur des sujets français, encore une fois, c'est des sujets politiques avec différents partis qui jouent leur parti. Et qui peuvent faire croire un certain nombre de choses. Donc, avec en plus, encore une fois, le rôle de la presse. Donc, on vous fait croire qu'il y a 500 personnes alors qu'il y en a 150, et que vous n'êtes pas là pour les compter, vous non plus, moi non plus. Donc, on est sur c'est beaucoup plus délicat. On n'est pas sur les problèmes humains sont toujours difficiles, mais on est sur des problèmes politiques. Et là, quand on rentre dans la politique, c'est toujours plus compliqué. Et alors, ça m'amène à notre dernière question avant d'ouvrir, parce que j'imagine que vous avez un certain nombre de questions. Quels sont les défis qui, selon vous, pourraient permettre d'améliorer la coordination des acteurs? Est-ce que c'est amener les volontaires, les associations en salle de crise? Est-ce que c'est trouver un langage commun, justement, pour fluidifier cette coordination? Je vous laisse intervenir. Qui a envie? Florent Vallée. Le principal défi, je pense, c'est innover et accepter l'innovation, déjà. On n'avait pas forcément évoqué, mais c'est avec ce que tu nous disais, ce type de choses. Je trouve ça, c'est magique, c'est extrêmement utile de pouvoir anticiper et prépositionner des forces. Et c'est vrai que c'est des outils d'aide à la décision qui sont indispensables. Et c'est accepter cette innovation. Ça, c'est un très gros défi parce que c'est pas simple dans les mœurs et autres, et de trouver la place. Après, les défis, c'est les exercices, bien évidemment, tous ensemble, trouver une place à chacun. Chacun a un rôle, une mission, pas forcément tous en cellule de crise, ça n'a pas forcément d'utilité en soi, parce qu'il faut aussi pouvoir se parler entre nous en cellule de crise à un moment donné. Mais c'est avoir des liens, c'est avoir tissé des liens, et on peut aussi fonctionner sur des choses à distance, ce qu'avait fait la préfecture de police pour l'Euro 2016, pour la COP21 et de fait pour les attentats, parce que c'était déjà en place, et c'était un fonctionnement à distance parce qu'on était parti sur le principe qu'on ne pouvait pas se déplacer.
Donc on avait un système qui permettait de fonctionner à distance qui a très bien marché. Mais tout ça, c'est des exercices. Et puis un des plus grands défis, c'est d'impliquer la population. C'est inversé. Aujourd'hui, en France, c'est l'État qui intervient. Il faut que la population soit l'acteur de sa sécurité civile. Et il faut que cette population soit en capacité de réagir. Voilà, avoir des moyens de réagir, les moyens de faire, d'arrêter d'avoir une population passive. J'aime bien mon exemple, c'est les inondations dans le sud de la France. C'est pas compliqué, vous avez des pompiers qui passent, qui vous disent ça va être inondé dans 1 heure, il faut partir. Les gens vous disent non. Il n'y a qu'en France où ça se passe comme ça, où 1 heure après c'est inondé, et ben, vous avez 3 pompiers ou 3 gendarmes qui vont venir, qui vont, au risque de leur vie, aller sauver les personnes qui n'ont pas voulu partir avant. Vous serez aux États-Unis, vous n'avez pas voulu partir. C'est dommage pour vous. Oui. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est quand même la méfiance par rapport à la parole publique. C'est-à-dire, et tant qu'on n'aura pas, je ne sais pas si on peut résoudre le problème, en tout cas avancer là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne croit pas les acteurs publics. C'est-à-dire, il y a une fumée autour d'une usine, les services de l'État disent elle n'est pas toxique, et vous avez immédiatement des gens qui sont persuadés que c'est toxique, qu'on leur ment, et puis un déchaînement sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment le cœur du sujet, c'est la confiance en la parole publique, en l'action de l'État. Donc à la fois l'État, il est omniprésent, comme vous le disiez, on attend qu'il vienne vous chercher dans votre cave sous l'eau, mais en même temps on n'a pas confiance en lui. Donc cette question de la confiance en la parole publique, ça me paraît vraiment central. Servane ? Oui, en fait, ça me fait penser, mais c'est un exemple que tu avais cité, Valérie, sur... peut-être que cette... alors, vous soulignez une perte de confiance dans la parole publique et par ailleurs, l'État cherche toujours à donner le chiffre exact et se retrouve très vite dans une situation de contradiction parce que d'une cellule de crise à l'autre, en plus relayée par les médias, par les réseaux sociaux, etc., on peut arriver très vite à une confusion. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le droit à l'erreur, c'est aussi le droit peut-être de dire je ne sais pas. Et je me souviens des attentats à Londres qu'on avait suivis ensemble. Tu en parleras peut-être mieux que moi, mais c'était cette personnalité de représentant de l'État anglais qui disait finalement on ne sait pas. Et ça ne lui posait aucun problème de pouvoir dire à des journalistes, de dire à l'heure actuelle on ne sait pas, on est en train d'agir, etc. Mais finalement... donc c'est une question ouverte. Est-ce que ce serait pas possible aussi, parce que c'est moins anxiogène peut-être d'avoir la simplicité de dire, dans la mesure du possible, à l'heure actuelle on ne sait pas, on y travaille, mais voilà, plutôt que de chercher le chiffre juste qui sera forcément contredit dans la minute qui suit par différentes sources et qui peut être une source d'anxiété et par conséquent un manque de confiance en la parole publique. Oui, voilà, tu m'interpelles. Effectivement, pour moi, un des défis, paradoxalement, pour améliorer la coordination des acteurs, c'est de laisser plus de place à l'incertitude et de l'accepter. Or, c'est difficile parce que toute la chaîne étatique et de commandement, nous, ce qu'on a pu observer, c'est que les professionnels de la gestion de crise font face constamment à de l'incertitude, mais quand ils communiquent, c'est une communication où il n'y a plus d'incertitude. Et donc il y a parce qu'ils pensent, je crois que c'est un grand impensé, ils pensent que l'incertitude est incommunicable à la population et que ça les mettrait en panique de ne pas savoir ce qui se passe. Et j'ai l'impression que là, il y a autour de la coordination des acteurs, ce serait infiniment plus simple, quelque part, mais très compliqué parce que ce n'est pas dans la culture, de faire un peu plus de place à le fait qu'on ne sait pas tout en crise, qu'elle est forcément en évolution. Et il y a souvent une tendance de, justement, peut-être avec cette idée de stabiliser et d'avoir une maîtrise, de montrer qu'on maîtrise la situation, voilà, de ne pas faire place à cette incertitude qui se reflète dans les données, puisque les données, constamment, elles doivent être adaptées, elles évoluent, donc la cartographie ne va pas être la même
à un temps T. Donc, je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Totalement, je pense que vous avez raison. Je pense on peut reprendre l'exemple du Covid, c'est-à-dire qu'on ne savait pas, d'ailleurs il y a toujours un certain nombre de choses qu'on ne sait pas, et que les politiques en particulier sont partis sur l'idée qu'il fallait dire des choses dont on n'était pas sûr. Moi je partage votre avis, mais ayant été en position de parler sur les crises, dire je ne sais pas, là franchement on dit elle est très très mauvaise, il faut la virer, quoi. Oui, non, mais... donc c'est prendre des risques. Et pourtant, très souvent, on ne sait pas. Donc il faut commencer, c'était un peu la règle de base, par de l'empathie, c'est dire on compatit avec les gens qui sont en train de souffrir, mais après dire je ne sais pas, ou je saurai plus tard, mais pour l'instant je ne sais pas, c'est aujourd'hui, dans la culture dans laquelle on vit, c'est pratiquement impossible. Et en fait, c'est paradoxal, parce qu'on attend tout de l'État, et on ne supporterait pas qu'il dise je ne sais pas, on ne supporterait pas qu'il dise je ne sais pas comment faire. Moi, ce qui m'a interloqué ce matin, c'est les punaises de lit. Oui. Alors d'ailleurs, mes gens m'ont dit tu vas dans les Vosges, tu n'as pas peur des punaises de lit. Complètement, c'était passé. Donc on demande à l'État de s'occuper des punaises de lit, ce qui paraît quand même. Vous voyez, donc, et d'ailleurs, il y avait beaucoup de réflexions là-dessus. C'est un problème qui est quand même un problème assez. La crise, vous vous rendez compte, on va gérer la crise des punaises de lit. C'est quand même. Mais moi, je ne le prendrais pas à la légère. Du tout. Non, mais je ne dis pas qu'il faut le prendre à la légère. Mais je dis, est-ce que c'est à l'État de régler la crise des punaises de lit? Et surtout, si vous dites, comme je vous dis aujourd'hui, moi pour l'instant, je serai en poste de responsabilité, on me demanderait de gérer les punaises de lit, je ne dirais, je ne sais pas, j'ai besoin d'en savoir plus. Mais je ne pourrais pas dire ça. C'est ça, je prends cet exemple-là. Je ne dis pas que c'est un problème sérieux, et ce soir, avant de me coucher, je vérifierai qu'il n'y a pas de punaises de lit. Alors, s'il n'y a pas plus de... Non, c'est bon. Peut-être qu'il est le temps d'ouvrir, en tout cas pour une première salle de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. C'est prévu? Oui, c'est prévu. Est-ce qu'il y a des... Profitez, parce que vous avez un très joli panel devant vous pour poser des questions. Voilà. Sauf sur les punaises de lit, parce que vous avez compris, on n'y connaît rien. Bonsoir, moi je voulais parler à Monsieur Vallée par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure sur l'enregistrement audio. En fait, j'aimerais savoir quelle est la position du droit, parce que normalement, au nom de la protection de la propriété privée, etc., on n'a pas le droit d'enregistrer une personne à son insu, que ce soit sa parole ou son image. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on a pu aller jusqu'à vous mettre devant la justice? Alors moi, on m'a pas mis devant la justice, mais typiquement, c'est ce qui pourrait arriver. Après, oui, bien sûr que c'est une question de droit, c'est une question... c'est interdit. C'est interdit de faire ça. C'est interdit de prendre une photo de quelqu'un dans un lieu privé et de la poster sur les médias sociaux. C'est une atteinte à la vie privée. Mais une fois que vous avez... une fois que c'est parti, c'est ingérable. Une fois que vous avez quelque chose, même si c'est interdit, qui est mis sur des réseaux sociaux, que ce soit une photo ou un enregistrement, n'importe quoi, c'est ingérable. Vous ne pouvez plus le gérer, vous avez une atteinte et vous allez surtout le subir et souffrir. Après, on trouvera toujours aussi, ensuite, sur la justice, c'est un autre problème, mais on pourra toujours trouver des artifices sur un certain nombre de points. Mais c'est un problème. Il y a le problème de la justice, mais ça va plus loin. Au-delà de la justice, c'est la réputation, c'est la personne même. Enfin, vous imaginez, vous retrouvez, on parle de harcèlement, ça revient au même. Hein. Vous avez des gens qui sont détruits pour une phrase qui a été dite et qui sont sortis sur un média social, ou une photo, ou un petit film qui est passé sur un téléphone portable et qui est repassé à quelqu'un d'autre. C'est le problème aujourd'hui. Oui. Peut-être qu'il faut se concentrer sur la coordination des acteurs aussi, même si... Oui, bonjour, merci. Je voulais intervenir sur l'État et la question de la justice. J'avais pas cette idée aussi claire dans ma tête, c'est vraiment passionnant, parce que je reviens sur, par exemple, Sainte-Soline. Il y a eu des investigations, il y a des enregistrements, justement, entre la police et le secours. La police qui a empêché les secours d'arriver, etc. Donc il y a vraiment cette question
intéressante, de laisser un degré de liberté, la possibilité de se tromper à ceux qui sont à la manœuvre, et en même temps, vous voyez bien la question là, si on fait confiance à la police, ça pose problème dans ce cas-là, en tout cas je ne dis pas dans tous les cas, et du coup là il y a une vraie défiance de la population qui arrive. La violence a été à la base amenée par la police, du coup il y a une réaction des manifestants violentes, et du coup voilà, ça s'est emballé, et puis on a eu cette guerre, cette petite guerre civile. Mais la question de la défiance envers l'État, elle est fondamentale. Plus largement, la confiance verticale entre la population et les autorités. Plus on a de la confiance, moins il y a de victimes. En gros, il y a des études là-dessus. On a besoin de retrouver la confiance. Mais moi, pour reprendre la phrase qui a été dite, j'adorerais que l'État dise je ne sais pas, je m'excuse, je reconnais mes torts. Et pour moi, c'est une question super générale de culture politique, vous l'avez dit, une culture de la compétition, un certain virilisme. En France, quand on a des affaires sur le dos et on est accusé, en fait, il faut nier. Dès que vous avouez, vous êtes foutu. C'est vraiment la tradition en France, une sorte de verticalité insupportable, que moi je trouve beaucoup plus forte que dans d'autres pays à côté. Moi, j'ai vécu 20 ans en Belgique, même si je suis français. Et là-bas, il y a une culture plus horizontale, du compromis et tout, qui fait du bien. Et voilà, c'est ça que je veux dire par rapport à la France, déverticaliser, désopacifier. En fait, la verticalité amène le secret, le culte du secret et l'émergence de la compétition. Et donc c'est une vraie question, considérer les gens non pas comme des victimes ou des gens qui savent rien faire, mais la population comme des gens qui ont plein de compétences, qui peuvent faire des choses. Et j'aimerais que l'État fasse confiance aux gens et prenne des risques là-dessus et réhorizontaliser les choses. Voilà, c'est une sorte de petite réflexion coup de gueule, mais en même temps qui peut faire avancer le débat. Merci. Vous avez des réactions? Oui, je peux répondre à certains points. Je ne parlerai pas de Sainte-Soline parce que j'y connais rien. Je ne connais pas Sainte-Soline. Par contre, je suis un des acteurs du secours, et quand j'ai des manifestations à Paris qui sont violentes, spécialement, moi j'ai confiance dans la police et je ne suis que les indications de la police et des sapeurs-pompiers. Donc si la police, moi, acteur du secours, me dit n'y va pas, il y a un risque, je n'y vais pas. Et je ne remettrai jamais en question ce que la police m'a dit, très clairement. Ça, c'est un premier point. Ensuite, aujourd'hui, oui, c'est un état de fait dans l'ensemble, mais c'est là où, justement, la coordination, elle est importante. Si on reprend la vaccination sur le Covid, vous avez toute une campagne, on a entendu tout et n'importe quoi sur tout un tas de choses. Ça se comprend que les gens aient peur et que les gens ne s'y retrouvent pas, ne sachent pas vers qui se retourner, n'ont pas tant confiance que ça vers le scientifique ou le politique, parce que c'est un scientifique politique, entre guillemets. Moi, je sais qu'en tout cas, à un moment donné, on s'est positionné. C'est un travail avec l'État. C'est pas, ça s'est fait de manière horizontale. C'est parce qu'on a travaillé avec l'État qu'on a proposé des services qu'en fait, on s'est positionné nous comme tiers de confiance et qu'on a été vacciné dans des cités dans lesquelles on rentre pas habituellement, dans lesquelles la Croix-Rouge ne rentre pas. Dans le 93, j'ai vu la CPM vacciner, créer des centres de vaccination en pied de tour. La Croix-Rouge a pris le relais. C'est parce que justement, on a travaillé ensemble et il y avait une vraie coordination. Et en fait, on s'est positionné en tiers de confiance. Donc il y a vraiment aussi cette deuxième chose. Aujourd'hui, dans la crédibilité, les gens vous répondent, c'est les sapeurs-pompiers, très clairement, une très forte crédibilité dans tous les sondages. La Croix-Rouge a aussi une crédibilité assez forte. C'est vrai que, typiquement, la vaccination, on a apporté ce message. On a apporté le message de vaccinez-vous et on a aidé les gens à se vacciner. On y a été, on a échangé, on a pris le temps d'échanger. Et là, ça marche. On s'est servi des populations. On s'est servi on n'a pas été dans une seule cité sans avoir eu un contact avant avec des associations locales, travailler avec des associations locales qui nous ont déminé le terrain, qui ont expliqué aux gens. On avait des files d'attente pas possibles. Moi, j'étais visiter certains centres où quand vous arriviez, vous devez vous installer à 14h, il est 13h, vous avez déjà plus d'une heure d'attente, les gens sont déjà en train d'attendre. Mais juste pour pouvoir discuter avec vous, parce qu'ils avaient besoin d'en échanger, ils ne croyaient pas à la télé, etc. Ils avaient besoin d'en échanger, et ils étaient libres. On n'a jamais forcé qui que ce soit à être vacciné, simplement on s'expliquait, on échangeait dessus, et les gens, certains repartaient, certains se faisaient vacciner. Généralement, on se faisait vacciner très largement. Donc il y a ce rôle. Et peut-être qu'on pourra regagner tout ça avec des assos, avec des fonctions qui ont des fortes crédibilités. Les pompiers, les sapeurs-pompiers de France, c'est 200 000 volontaires, 240 000 sapeurs-pompiers, 200 000 volontaires.
c'est le citoyen. Hein. Le sapeur-pompier, aujourd'hui, c'est un citoyen principalement. Donc, on a cette chance de pouvoir travailler comme ça. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui fonctionnent. Faut pas être tout négatif sur tout le fonctionnement. Il y a plein de choses qui fonctionnent comme ça en transverse. On ne le voit pas, ou on ne le dit pas parfois, parce que pour ne pas perdre la crédibilité, entre guillemets. Mais il y a ce travail qui se fait très régulièrement. Heureusement d'ailleurs. Oui, bonjour. On se retrouve sur le fait qu'il faut faire rompre un peu cette verticalité pour retrouver la confiance. Mais dans quelle mesure, dans une cellule de crise, on peut faire entrer des acteurs locaux? Et dans quelle mesure aussi les informations des médias sont prises en compte dans une cellule de crise? Merci. Sur les médias, en fait, les médias, elles tirent leur information de la cellule de crise. En général, c'est pas l'inverse. Hein. Donc, simplement, les médias, elles permettent de voir comment les journalistes voient la crise. Parce qu'en général, malheureusement, les journalistes, ils essayent de trouver la faille. Donc, ils souligneront la faille plutôt que ce qui va bien. Mais c'est rarement... Parce qu'en fait, la seule manière d'avoir l'information, c'est d'aller sur le terrain. Moi, je ne vais pas polémiquer sur Sainte-Soline, parce que je ne suis pas préfète des Deux-Sèvres, mais je vais parler de Notre-Dame-des-Landes, puisque j'y étais. Sur Notre-Dame-des-Landes, en fait, du côté des... Donc, il y a deux camps, si je puis dire. Hein. Il y a les zadistes et les gendarmes. Et des deux côtés, on vous dit, il y a des blessés. Donc, les zadistes disent, il y a 150 blessés. Ils ont des médecins qui travaillent avec eux, qui ne sont pas des médecins de la Croix-Rouge. Et puis, du côté des gendarmes, on vous dit, il y a beaucoup de blessés. Donc, moi, je me suis dit, je vais aller voir. Parce que si ces gens ont vraiment été gravement blessés, ils sont à l'hôpital. Donc, je suis allée... et aucun zadiste n'avait été hospitalisé. Bon... D'accord, donc ça tendait quand même à prouver qu'il n'y avait pas, il y a eu malheureusement un seul blessé très grave qui avait ramassé une grenade avec sa main. Donc là, ça a été très grave et il a été hospitalisé. Et du côté des gendarmes, je suis allée à l'hôpital, et il y avait aussi des pompiers, et en fait, les problèmes, c'est les oreilles. Parce que vous savez, quand on reçoit des grenades lacrymogènes, ça fait un bruit fou, et donc ils avaient des problèmes aux oreilles. Donc en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a eu, et c'était mon souhait, aucun blessé grave des deux côtés. Et d'ailleurs, la polémique est très vite tombée. Donc la presse, elle est tombée dans la polémique, il y a beaucoup de blessés, c'est très très grave. Et en fait, il y avait eu des blessés graves ni d'un côté ni de l'autre. Donc la seule manière de savoir la vérité, c'est d'y aller. Et puis d'y aller, pas seulement avec ses yeux, d'ailleurs, d'aller avec d'autres. Donc moi, je crois qu'il faudrait qu'on se ressente sur cette notion de vérité, autant qu'elle existe. Et c'est pour ça que d'ailleurs, préfet, c'est un métier de terrain, c'est-à-dire on va voir et on juge sur place. Donc Sainte-Soline, j'ai entendu ce que vous avez dit, encore une fois, je crois qu'on n'est pas là pour en débattre, mais bon, les versions sont divergentes. Et le rôle de l'État, d'ailleurs, c'est d'écouter toutes les versions et d'avoir, encore une fois, de préserver les vies humaines, quelles qu'elles soient, toutes. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur les médias et l'importance dans quel sens ça va? Nous, on a pu quand même observer en cellule de crise que les médias dictaient beaucoup l'action de la cellule de crise. C'est-à-dire, en tout cas, il y a eu une situation, c'était l'inondation donc à Paris en juin 2016, où tout à coup BFM TV annonce qu'il y a des remontées dans le 16e, voilà. Et la stupeur, ce n'était pas une information qui venait du terrain des sapeurs-pompiers, où ils ne l'avaient pas constaté, mais c'est des gens qui avaient appelé BFM TV et qui, effectivement, BFM TV s'est rendu sur place, l'a constaté, il y avait des images, et donc stupeur dans la cellule de crise, parce qu'il fallait tout de suite, il y avait le ministre qui appelait, parce que quand ça se passe à Paris, ça aussi c'est un élément important, selon le lieu où ça se passe, ça va monter en puissance, parce qu'à Paris, c'est non seulement la ville de Paris, mais c'est la zone. Et puis, c'est tout de suite le niveau national, en fait, qui se sent concerné. Donc, d'autres acteurs qui viennent se rajouter à la coordination donc, des acteurs, même s'ils n'ont pas forcément, ce ne serait pas forcément leur prérogative, ça se passe à Paris. Donc,
l'information, elle peut venir dans les deux sens et ajouter une pression, et parfois disturber en fait le cours des choses telles qu'elles se passaient. Après, encore un exemple sur la population. C'est vrai qu'il y a du travail qui s'est fait. Enfin, en tout cas, nous, ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'on travaille sur ces questions à partir de ce projet Eurydice. On a vu quand il y a eu un gros exercice qui a été fait, l'exercice Sequana, donc de l'inondation, un exercice d'inondation qui a été simulé à Paris. Et il y a eu une volonté, parce qu'en fait, une des grosses questions, c'est l'évacuation de la population. Est-ce que la population peut être évacuée en temps et en heure à Paris? Et il y avait la velléité de faire un bout d'exercice dédié aux questions d'évacuation et d'ouvrir un gymnase pour qu'une population, un quartier puisse y dormir. Et finalement, ça a été abandonné parce que voilà, cette question avec la population et les responsables étatiques, il y a une gêne, il y a quelque chose qui n'est pas complètement construit, mais peut-être Florent Vallée, vous y étiez. La crue de la Seine, c'est 600 000 personnes qui doivent être évacuées sur Paris. 600 000 personnes qui doivent être déplacées, en fait, qui sont déjà notées. Imaginez que 600 000 personnes, ça ne va pas dans un gymnase. Mais là, l'exercice, donc ça a été abandonné. Ce bout d'exercice a été tellement... c'est anxiogène. Voilà, comme anxiogène. Peut-être vous pouvez en ajouter un peu plus. Non, c'est anxieux. Enfin, ça fait partie des... c'est la crainte de la réaction de la population. Mais c'est beaucoup d'exercices en France où il y a peu d'exercices avec la population réellement, parce que c'est anxiogène, parce qu'on a peur de la réaction, parce qu'on a peur de les... on a peur de ramener aussi des choses. On est aussi dans un monde où on n'accepte plus les décès. Pourquoi on décompte les décès au début du Covid? Pourquoi on décompte les décès au moment de la canicule? Parce qu'en fait, on n'accepte plus aujourd'hui, en France, on n'accepte pas le fait qu'il y ait une fin de vie, et que la fin de vie, malheureusement, elle puisse être provoquée aussi par une maladie. Donc, on n'accepte plus toutes ces choses-là. On est un exercice bientôt, puisque Paris a plus de 50 degrés au mois d'octobre, qui est organisé par la mairie de Paris, avec la population cette fois-ci. Il devrait y avoir une évacuation, enfin, c'est pas une évacuation, c'est des lieux rafraîchis en gymnase, mais il y a un jeu qui se fait avec tout un arrondissement de Paris, donc on va voir ce que ça donne. C'est, en tout cas dans Paris, la première fois que j'entends que ça se fait. Donc il y a une volonté, donc c'est organisé par la mairie de Paris dans le cadre de leur stratégie, dans leur stratégie de résilience, mais avec tous les acteurs présents, y compris la préfecture de police. Ça c'est très intéressant parce que on a souvent entendu parler de sensibilisation à la population, mais ça, voilà. Oui, il y avait des questions? Oui. Il y a quelques... Oui, une chose aussi, c'est que maintenant, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, il y a une cellule psychologique qui se met en place. Alors, à quel niveau elle se situe, cette cellule psy, parmi les différents intervenants? Et aussi, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir contacter une cellule psy? Parce que moi, j'ai connu une dame qui avait vécu l'attentat à Nice le 14 juillet 2016. Alors bon, elle n'était pas sur la promenade, en tout cas au tout début. Elle prenait l'apéro avec ses copains, puis de l'endroit où elle était, elle voyait les feux d'artifice. Donc elle s'est dit, non, on va pas aller sur la promenade. Et puis à un moment donné, manque de bol, ils ont entendu des hurlements aussi, etc. Donc là, ils y sont allés pour aider. On leur a dit qu'il y avait eu une catastrophe. Et puis donc ils y sont allés, elle et ses copains. Ils ont aidé autant qu'ils ont pu les victimes. Là. Et c'est après qu'elle a eu des problèmes. Elle n'arrivait plus à dormir, elle faisait des cauchemars affreux, etc. Mais elle n'a pas. Je lui ai dit, vous avez été voir la cellule psy? Non. Parce que je n'avais pas été touchée directement. Je n'avais pas non plus de personnes dans mon entourage qui avaient été victimes du terroriste. Enfin, elle devait voir son médecin traitant pour toute autre chose. Donc, elle va voir son médecin traitant. Dans la foulée, elle lui dit qu'elle a des problèmes pour dormir et tout. Et puis qu'elle lui parle de ça. Et c'est son médecin traitant qui l'a orientée vers la cellule psy. Oui. Donc, est-ce qu'il faut avoir été touché personnellement par un problème, ou est-ce que...
avoir perdu des proches pour contacter un CEPSY, ou est-ce que... En tout cas, merci pour votre question. Alors, du coup, est-ce que les psychologues font partie un peu de ils ne sont pas dans la cellule opérationnelle, puisqu'on parle, comme le nom l'indique, de cellule opérationnelle, mais immédiatement, le maire ou le préfet peut décider d'un soutien psychologique et vont voir les psychologues qui se sentent touchés. Par exemple, pour prendre des exemples que je connais, à Étienne-du-Rouvray, les policiers avaient été extrêmement traumatisés par cette affaire, puisque vous vous rappelez peut-être que les terroristes sont sortis de l'église et ont été abattus à leur sortie de l'église. Et il y a eu une cellule psychologique pour aider les policiers, parce que c'est quand même pas très évident, hein, parce que moi, en plus, j'y étais, donc de voir quelqu'un raide mort sur le sol. Donc ceux sont allés voir la cellule psychologique, ceux qui voulaient. D'ailleurs, moi, on m'avait demandé si je voulais y aller, et je pensais que j'étais plus forte que je ne suis vraiment, et j'ai dit non, je regrette. Mais il y a aucun problème pour aller voir aucun. Vous n'avez pas besoin d'être victime. D'ailleurs, jusqu'où valent, à part les gens qui sont directement, qui sont plus là, mais on peut être victime et très loin. C'est juste un tout petit point pour compléter. Finalement, ça reboucle avec ce qu'on a dit au tout début sur le fait que en fait, le début d'une crise est assez clair, mais sa fin en fait, est pas claire parce que chacun la vit différemment et donc c'est très réticulaire et en fait, les conséquences indirectes peuvent se dérouler très loin dans le temps et donc il y a des choses qui sont rendues invisibles, comme le cas de cette femme dont vous parlez et qui était invisible aux yeux de certains acteurs, mais voilà, donc j'ai pas de réponse concrète par rapport à la cellule psychologique, mais en tout cas, ça montre bien voilà, une conséquence indirecte et le fait d'avoir une vision globale de la crise dans l'espace et dans le temps très loin, c'est un exercice qui est difficile. Bonjour. Moi, j'avais une question sur la capacité de tous les dispositifs dont vous parliez à gérer les prochaines crises qui ont l'air d'évoluer. Notamment, vous parliez du fait que l'État est très balisé, qu'il y a aussi des difficultés sur la remise en question, sur les rétextes. Donc, dans un tel contexte, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce que vous allez faire pour gérer les crises à venir, sachant qu'on a du mal à faire des rétextes et que tout est très cadré, ce qui peut être bien, mais peut aussi avoir des limites. Voilà. On adapte le dispositif après chaque crise, mais on reste quand même fidèle à un certain nombre de... on va continuer de travailler en cellule opérationnelle, on va essayer de former la population. Moi, je crois que c'est très, très, très difficile parce qu'il y a un côté très anxiogène. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause du dispositif à la base. Après, encore une fois, l'idée de faire des retours d'expérience, c'est qu'on apprend de chaque crise. Et vraiment, on apprend de chaque crise. Donc, l'ossature reste et puis on va essayer de s'adapter à tout ce qui peut arriver. Mais il n'y a pas de révolution de la gestion de crise. Peut-être on parlait quand on préparait la table ronde, parce que vous avez senti, on a un petit peu préparé quand même. On parlait de la relation avec les chercheurs. Parce que quand même, nous, on a été invités à entrer comme chercheurs embarqués avec toutes les limites qu'il y avait. Et on sait bien qu'on n'était pas autorisé à voir toutes les réunions, hein, on est bien d'accord. Mais néanmoins, on a pu assister au quotidien et c'est justement, on a pu voir qu'ils sont tout le temps, c'est leur métier, en train de gérer des petites crises qui sont un peu leur routine et puis des plus grosses crises. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et comme on fera demain, donc il y a cette conscience, je crois, donc ça c'était en 2015 quand on a commencé le projet de recherche, cette idée, en tout cas dans plusieurs préfectures, de dire peut-être que les chercheurs ils peuvent nous aider à voir des choses que nous, on a le nez dans le guidon, comme ils disent. Parfois on navigue à vue, et peut-être vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ils ont fait appel à nous en tant que chercheurs. Puis après, j'ai eu d'autres expériences, aussi au niveau national, pour travailler sur la gestion de la gouvernance au niveau national, en CIC, donc dans les cellules interministérielles de crise et tout. Et ils ne voulaient pas faire appel à des consultants, parce que, précisément, je pense que les consultants, ils avaient leurs limites.
Et puis nous, on arrivait, non pas en termes on n'a pas vraiment fait des recommandations, mais enfin, on a fait des notes, on a dit ce qu'on observait, et eux, le retour qu'on a eu était assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils disaient, on ne découvre pas grand-chose, mais la façon dont vous nous le décrivez nous permet d'avancer. Et je pense que pour les futures crises, il y a eu ces projets de recherche sur les VISOV, avec justement l'arrivée des médias sociaux, avec une préfecture qui, en tout cas celle de Paris, en 2015, voulait rien entendre. Il y a eu le hashtag porte ouverte. Ils ne voulaient rien entendre. Ils ont commencé une communication très descendante en disant ne communiquez pas, surtout pas vos adresses et tout, parce qu'on ne sait pas qui est dans la rue et qui peut encore contribuer à étendre le massacre. Mais néanmoins, il y avait cette initiative-là. Et donc, ils se sont dit, tiens, mais il y a peut-être matière à travailler à des remontées d'informations, parce que les VISOV, c'est une association. Elle a contribué à crédibiliser un certain nombre d'informations. C'est eux-mêmes, ils filtrent un certain nombre d'informations qui arrivent quand elles arrivent en cellule de crise. Voilà. Après, pour que cette information soit réellement utilisée en cellule de crise par les différents acteurs, c'est encore une autre chose. Mais en tout cas, ils y travaillent. Donc, je crois qu'il y a quand même un mouvement. Vous disiez que ça, c'est un dialogue intéressant avec les chercheurs que vous n'aviez pas à l'époque. Non, il y a beaucoup de dialogues maintenant, mais c'est récent. C'est très récent. Oui, et peut-être pour compléter, je pense que l'interdisciplinarité, alors même entre nous, chercheurs de différentes disciplines, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions, en tout cas qui est de plus en plus sollicité, etc. Mais ça me paraît vraiment important pour justement collaborer à plusieurs. On parlait de différents acteurs en cellule de crise, mais peut-être aussi avec la communauté des chercheurs qui ont chacun aussi leur discipline pour être en capacité de reposer la question, c'est-à-dire d'utiliser une crise vécue pour faire un retour d'expérience, mais arriver peut-être à s'extraire et à se dire est-ce que finalement ça ne repose pas la question du contexte dans lequel on se pose la question, et donc quelle question on se pose, quel est notre objectif et comment l'atteindre. Et donc je pense que cette question de l'interdisciplinarité, de la même façon qu'il y a une volonté de briser des effets de silo entre profils, compétences métiers dans les cellules de crise, et une piste qui a démarré et qui serait à développer largement. Alors, une dernière question, parce que je crois que là, on est en train de... Oui, c'est une toute dernière question. Ok. Non, je me permets juste une rapide réaction à chaud quand j'entends un petit peu un propos, moi, qui me fait un peu peur, qui n'est pas de remise en cause de ce dispositif. Je pense que, en fait, aujourd'hui, c'est pas un dispositif qui marche bien. Et je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de la façon dont il fonctionne aujourd'hui. Vous évoquez les sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en crise. Il y en a de moins en moins et il y a des vraies problématiques de maillage territorial notamment. Et aujourd'hui, il y a une vraie, à mon sens, une vraie remise en question de tout ce dispositif. On parle beaucoup de crise dans le concret, mais en fait, je pense que tous nos services d'urgence sont en crise eux-mêmes dans la façon de s'organiser, dans les moyens qui sont alloués. Voilà, donc si ça amène à des réactions. Est-ce une crise, une urgence, un état d'être, un état de lieu? C'est ça en fait la question. Est-ce que tout est crise? Oui, il y a des problèmes, oui, il y a des difficultés, mais c'est très compliqué de toute façon à expliquer sur tout le système, et chacun a sa vision différente. Mais est-ce que tout est crise? Typiquement, on parle de crise dans le monde des sapeurs-pompiers, on parle de crise à l'hôpital, on parle de crise à la Croix-Rouge, on va parler de crise de l'eau à la Mayotte, on va parler de crise alimentaire. Est-ce que tout est crise réellement? On a des problèmes structurels, bien évidemment. On a des insuffisances, on a des soucis sur tout un tas de choses. Mais est-ce une crise? Et juste le dispositif Orsec, pour revenir. Je ne suis pas l'État, donc je peux le dire. Je pense que c'est un dispositif, d'abord, c'est une philosophie, en fait, plus que des axes. C'est quand même quelque chose qui fonctionne très, 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 très bien au quotidien, qui nous permet de répondre à l'ensemble des problèmes quotidiens. C'est pas le dispositif en soi qu'il faut remettre en cause. C'est peut-être des moyens d'action parfois et d'autres choses. Le dispositif, il marche bien. On a de la chance. Alors, moi, je ne suis pas française.
enfin si maintenant je suis mais je suis à la base suisse, donc j'ai aucun problème pour... voilà. Effectivement, ça fonctionne bien, mais en fait, c'est pas ça. En fait, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le formuler les choses. Bien, mal, c'est des jugements de valeur. Et après, voilà, donc ça va pas très loin. Moi, je les vois plutôt comme des gardiens du risque et des crises. C'est-à-dire que on voit pas leur travail tant que tout se passe bien. D'ailleurs, à l'époque, j'avais fait un documentaire là-dessus, mais il y a très longtemps, sur justement tous ces personnes qui sont dans des cellules de crise. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas toujours des cellules de crise qui sont activées. Il y en a beaucoup qui sont en veille tout le temps, qui veillent en fait sur tout le monde. Et il y a une quantité de cellules comme ça qui sont chargées à la moindre petite, au moindre petit bip, quoi, quelque chose qui sort de la normale, alerter, commencer à alerter, puis ensuite ça va plus loin jusqu'au déclenchement d'une crise. Et ça fonctionne relativement bien. Alors après, en crise extrême, elle est extrême parce que ça sort de l'ordinaire. Et là, effectivement, tout ce qui a été, qui fonctionne bien même en crise routinière est dépassé. Et c'est là qu'effectivement, il y a des gros enjeux dans la coordination, mais nous, dans les observations, on a pu voir tous ces métiers travailler du mieux qu'ils pouvaient, et jusqu'au bout, et donner... voilà, c'est quand même assez impressionnant le temps qui est donné. Certains ne dorment pas pendant 24 heures, 48 heures. Non, mais tout ça, ça ne se voit pas tellement parce que d'abord, d'une part, ils s'en vantent rarement, et puis c'est en sous-main et en sous-sol. Alors après, vous faites bien de dire, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas... Alors, effectivement, c'est un peu la crise partout, et c'est là, pour rebondir et conclure, je dirais que le langage commun et peut-être de penser dans le temps permet de... Quand il y a des ressources qui sont plus aussi abondantes que peut-être avant c'était le cas, peut-être que justement la question du temps, de mieux disposer les efforts, les ressources contraintes, effectivement, c'est peut-être une des possibilités d'avenir, donc d'intégrer dans la réflexion la temporalité et la spatialité du temps, la crise, comment elle se déroule et comment les différentes échelles sont imbriquées. On voit bien que ça peut guider la gestion de crise vers peut-être un peu plus d'efficience, même si ce mot, je l'utilise avec beaucoup de pincettes. En tout cas, il me revient de vous remercier tous pour votre immense contribution, remercier le public pour vos questions, et puis merci beaucoup.